Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Terry Talk Show, le podcast des agents de la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut malheureusement toucher n'importe qui, les risques psychosociaux. Comment les détecter, comment les prévenir, comment réagir. Pour s'y retrouver, je suis accompagnée de nos trois invités. Valérie, secrétaire fédérale adjointe. Bonjour Marion. Bonjour Valérie. Yann, secrétaire général du conseil départemental de la Charente-Maritime. Bonjour Marion. Bonjour Yann. Et Bruno, secrétaire général de l'Union nationale des services funéraires FO. Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est parti. Alors, pour commencer, comment on peut définir les risques psychosociaux ? Alors, c'est la question, alors pas une question qui est éternelle, parce que ça fait quand même très peu de temps qu'on s'y intéresse aux risques psychosociaux, c'est moins d'une trentaine d'années. Alors, une possibilité, une piste pour définir un peu les risques psychosociaux, c'est de les définir par comparaison. Alors, une comparaison qu'on prend, qui est un petit peu simple, mais qui est facile et abordable à tout le monde, c'est qu'est-ce qu'un risque musculo-squelettique ? Un trouble musculo-squelettique. Voilà, tout le monde comprend. Dans cette création sémantique, on a trouble. En trouble, on comprend que c'est une altération de quelque chose. Hein, voilà. On a musculo. Alors musculo, ça nous parle tous. C'est les muscles, c'est une tension, c'est une douleur, c'est un quelque chose. Et ça, on l'identifie facilement. Puis on a squelettique, et c'est pareil. Squelettique, c'est notre corps, c'est notre squelette. Et facilement, quand on a un camarade, quand on a un agent, quand on a un collègue de travail qui est à côté de nous et qui a un trouble musculo-squelettique, on le voit vite. Des fois même, on le comprend sans qu'il en parle. On le voit, il n'arrive plus à lever le bras, il a la jambe qui a doublé de volume, il traîne la patte, il boite, tout un tas de choses. Et ça, on l'identifie facilement. Bah, les risques psychosociaux, c'est exactement l'inverse. Voilà. Déjà risque, et non pas trouble. C'est-à-dire que le trouble, on l'a identifié, le trouble, il existe. Le risque, c'est potentiel, c'est à venir. On a des risques sur tout, mais le risque, c'est pas une dégradation avérée, c'est une dégradation qui peut survenir. Donc déjà, on est dans une hypothèse de futur. Ensuite, on est sur psycho et sociaux. Alors là, construction sémantique qui est pour nous extrêmement difficile. Psycho, on sait même pas trop à quoi ça correspond, le cerveau, peut-être, l'esprit de l'être humain. Alors quand on sait comment l'esprit de l'être humain peut être tordu, voilà. Et alors sociaux. Alors là, sociaux, c'est la grande marée. C'est le groupe, sociaux, ça veut dire quoi ? C'est socio-culturel ? Non, c'est pas ça. C'est sociologique. Oh là là, mais alors moi, j'ai pas fait d'études. Donc on est dans une construction déjà sémantique hyper complexe, sur lequel on a déjà même du mal à définir exactement ce que ça veut dire. Donc, imaginez bien que nous, agents, nous, employés, nous, collègues, on a déjà du mal. Hein, c'est un petit peu complexe à déterminer. Alors lui, l'employeur, il se régale. Hein, parce que alors, d'abord, de bonne foi, il en comprend des fois pas plus que vous. Et dès que ça devient un petit peu compliqué, il a, lui, plus du tout envie de comprendre. Voilà. Et c'est une notion qui est très récente. Alors après, les risques psychosociaux, une grande famille dans laquelle on peut mettre un peu tout ce que l'on veut aussi, puisque la façon dont nous sommes sensibles toutes et tous à certaines choses, elle est éminemment différente. Un ordre, une instruction, une quantité de travail qu'on va donner à Valérie, qu'on va donner à Yann, qu'on va donner à Bruno, on va pas l'apercevoir de la même façon. Et répéter à la longue, peut-être que l'un de nous trois va trouver que ça devient stressant, que c'est une violence, que ça devient compliqué, et peut-être que les deux autres, pas du tout. Et ça, c'est encore plus complexe, puisque ça amène à une chose, c'est l'isolement. Et un des grands dangers des troubles, les grands dangers des troubles psychosociaux sont de ne pas les diagnostiquer, de ne pas les détecter. Quand on les détecte, c'est beaucoup trop tard parce que la personne, elle s'est complètement isolée. Voilà. Et merci pour cette définition déjà bien complète. Peut-être pour aller un peu plus loin, qu'est-ce que ça peut être les causes des risques psychosociaux ? Comment on peut en arriver aux risques psychosociaux ? Alors, comme disait Bruno, c'est vrai que le phénomène des risques psychosociaux, même si c'est ancien, ça fait très peu de temps qu'on s'y intéresse, une trentaine d'années, et il y a eu des recherches qui ont été menées sur ce sujet. Les différentes recherches ont identifié un certain nombre de facteurs qui pourraient être au nombre de 5, par exemple. On identifie
le travail lui-même comme étant un risque psychosocial, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations de travail et le management. Et comme disait Bruno, il y a évidemment un aspect individuel. On n'est pas tous égaux devant l'adversité et on ne réagit pas tous de la même façon. Donc, on peut être plus ou moins impacté par des conditions dégradées qui agissent sur notre façon de vivre les choses et à ressentir éventuellement des souffrances, des tensions, du stress qui peuvent conduire à des troubles. On est plutôt sur une dynamique collective alors, les risques psychosociaux, ou c'est propre à une personne? Alors, moi, je pense que les deux. On ne peut pas dire. Enfin, c'est aussi. Ça peut être un service qui est sous pression et de fait, individuellement, ça peut provoquer chez tous les agents du service des tensions. Et là aussi, comme vous l'avez rappelé, chacun va réagir comme il peut, en fonction de sa sensibilité. Mais là, ça va être un travail collectif parce que ça va créer chez certains les conséquences de ça, c'est-à-dire un absentéisme, ce qui fait que le travail va se reporter sur un peu moins de... Enfin, les collègues vont se retrouver en surcharge de travail. Donc c'est très imbriqué, quoi. C'est la situation individuelle qui provoque aussi une situation collective et la situation collective qui peut agir individuellement. Donc il n'y a pas, voilà, c'est très lié. Et il faut surtout pas le vivre comme une situation effectivement de faiblesse. Là, on voit le rôle important que joue la médecine du travail et que joue l'organisation syndicale. Voilà. Et là, il ne faut pas hésiter à alerter sur des dysfonctionnements d'un service ou une surcharge de travail qui ne peut pas être gérée. Il ne faut pas hésiter à aller voir un représentant syndical pour en parler. Et il ne faut pas hésiter non plus à en parler quand on va à la visite médicale qui était tous les ans, qui est passée à 2 ans, qui désormais est passée à 5 ans. Donc on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement dans la volonté, puisqu'on dit que ça fait une trentaine d'années que ça apparaît, donc on est très sensibilisé. Et en même temps, il y a des situations, des actions qui sont menées qui sont totalement en contradiction avec l'attention qu'on devrait y porter. Donc les RPS, il y en a dans tous les milieux professionnels, de ce que Mmh. vous en définissez. Est-ce qu'il y a des types de RPS plus spécifiques dans les métiers de la fonction publique territoriale, ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, ou pas? Et est-ce que peut-être vous pourriez donner des exemples de métiers où il y aurait peut-être potentiellement plus de RPS que d'autres? Alors, on ne peut pas dire que pour la fonction publique territoriale, il y a des risques uniques ou qui n'apparaissent que dans ce secteur. Mais on voit quand même que les agents de la fonction publique territoriale peuvent être confrontés à des facteurs de risque particuliers qui sont, par exemple, le fait d'être confrontés à des réformes incessantes, des contraintes intenables, faire mieux avec moins. L'image qu'on renvoie du fonctionnaire en général et de l'agent public des services territoriaux en particulier. Parfois, il y a le manque d'autonomie ou la reconnaissance dans les métiers de la fonction publique territoriale qui, par les contraintes du service, ne sont pas toujours au rendez-vous. Parfois, on peut aussi identifier comme source de risque un management qui semble peu adapté à prendre en considération les souffrances individuelles. Et comme disait Bruno tout à l'heure, en faisant l'opposition avec des troubles visibles comme un bras cassé. Tu nommais l'exemple de la sympathie que suscite un bras cassé. Tout le monde va demander, mais comment ça t'est arrivé? Tout le monde va signer le plâtre. Quand il s'agit des risques psychosociaux, il n'y a pas cette attention parce que c'est invisible. Et en plus, la mécanique des troubles qui sont causés par les risques psychosociaux amène l'agent à s'enfermer dans quelque chose qui
qui est inavouable, une faiblesse, comme il peut le ressentir, une certaine culpabilité qu'il aura du mal à évoquer, et que l'organisation peut aussi renforcer, dans le sens où il peut être pointé du doigt. C'est lui qui va être absent, comme tu le disais. C'est lui qui va faire que les autres agents sont confrontés à une charge de travail supplémentaire, et il peut s'enfoncer dans quelque chose qui peut conduire à des situations dramatiques. Et on a beaucoup de mal à identifier ces risques-là, et on peut avoir l'impression que dans la fonction publique territoriale, il n'y a pas forcément une culture autour de la détection de ces troubles-là. Mais il n'y a pas réellement une culture de la prévention de ces risques-là. Et ce qui peut être dramatique, Yann le souligne, c'est qu'en plus là, oui, on ne parle pas d'hiérarchie, on parle de risques psychosociaux, du fait que quand un élément dans un groupe de travail, dans un service, va être peut-être considéré par ses collègues de service et autres agents comme étant celui qui ralentit le service, tire le service vers le bas, ce qui est encore plus cruel, c'est que là, les risques ne viennent même plus de la direction qui donne une charge de travail particulière, c'est le jugement des propres collègues. Et ça, c'est terrible. Parce qu'être jugé par sa hiérarchie, être jugé par son directeur de service, par sa chef de service, on est encore dans un rôle de dire « Ouais, mais tu comprends, c'est la chef de service, elle en a toujours trop, elle veut toujours trop en faire. » Et on se réfugie derrière un petit quelque chose. Comme le dit Yann, quand on est en isolement dans un service, quand on est en malaise, quand on est en mal-être, et quand on a le sentiment que c'est les collègues autour de soi qui, au lieu de jouer la carte de la petite solidarité amusante, on reprenait l'exemple du plâtre parce qu'on signe, on fait... Et on est bienveillant, je vais t'ouvrir la porte, je vais te tenir la porte, je vais porter ton sac. Dans ce cas-là, c'est complètement l'inverse. On est jugé, on est pointé du doigt, on est stigmatisé. Et là, l'isolement, il est renforcé par le défi de loyauté. On n'est plus loyal vis-à-vis de son employeur, mais on n'est plus loyal vis-à-vis de ses collègues. Voilà. D'où l'importance, alors, de pouvoir le diagnostiquer tout de suite, et de trouver quelqu'un, de trouver des personnes à en parler. Et ce que dit Valérie est très vrai, c'est absolument dramatique, c'est que l'administration met en place des délais avec l'un des rares interlocuteurs institutionnels, qui est le médecin du travail, enfin la médecine, rallonge les délais, ce qui est stupéfiant. Enfin, c'est incompréhensible. Là, si on veut pas voir un problème, on peut pas faire mieux. Hein. Là-dessus, ça ne pourrait mettre qu'en colère. Voilà, des représentants syndicaux comme nous. D'autant que le travail qui peut être fait par un représentant syndical qui va recevoir un agent, qui aura enfin eu le courage de pousser la porte pour voir si, il y a un moment, on va quand même être limité par notre côté. Nous ne sommes pas des médecins. Alors l'oreille, on l'aura attentive, mais apporter la réponse pertinente. Apporter la réponse qui va faire que le camarade, le collègue, le salarié, l'employé, il aura besoin de quelque chose de médical. Il aura besoin, et nous aussi d'ailleurs, on aura besoin d'avoir été renforcés par l'avis d'un professionnel de médecine. Et là, comme Valérie le disait, quand on rallonge les délais, ça veut tout dire, quoi. Dans la fonction publique, on n'est plus malade, on est en bonne santé. Bon, c'est une caricature, mais c'est absolument anormal. Et là, on ne peut pas tendre à valider ce genre de choses. Alors moi, je voudrais compléter aussi, parce qu'on parlait des métiers de la fonction publique territoriale, enfin qui serait peut-être plus... mais moi, je voudrais préciser que par contre, ça ne concerne pas que les catégories C. Oui. Les risques psychosociaux, c'est tout le monde. Donc, dans un service qui dysfonctionne, il se peut aussi que le directeur du service soit en difficulté. Et alors là, c'est, me semble-t-il, encore plus difficile pour un responsable de service de signaler qu'il est en difficulté. En difficulté parce qu'on lui demande de mettre en application des règles ou un fonctionnement qu'il sait lui-même ne pas être adapté, mais il est dans une situation où il doit faire avec ce que l'employeur lui offre. Donc, souvent, un responsable de service peut demander à avoir des personnels supplémentaires, peut demander à avoir des personnels avec des compétences précises. Voilà, il peut alerter. Il n'est pas entendu et il est lui-même en fragilité. Et il est encore, à mon avis, plus difficile pour
catégorie A ou en catégorie B, hein, moi je suis très sensible aux catégories B parce que je trouve que c'est dans l'organisation telle qu'elle est actuellement, ce sont ceux qui sont le plus en difficulté parce qu'ils ont des consignes et ils doivent les faire appliquer. Enfin, c'est vraiment un poste qui est quand même une catégorie qui est difficile. Mais je pense que c'est encore plus difficile pour quelqu'un de catégorie A d'aller frapper à la porte d'une organisation syndicale pour dire « je suis en difficulté ». Et ça reste entre le représentant syndical qui reçoit et la personne qui vient. Ça ne va pas plus loin. Donc voilà, il faut mettre en confiance aussi et il faut dire à tous les agents A, B, C qu'il faut signaler. Il ne faut pas penser que soi-même on va trouver la solution. Voilà. Comment on peut les prévenir justement, ces risques psychosociaux? Est-ce qu'il y a des outils ou est-ce qu'il y a des documents qui viennent structurer un peu dans les collectivités ces RPS? Document unique. Oui. S'il est bien fait, s'il est bien rempli, s'il est bien... C'est-à-dire que là, après, ce que vous évoquez, c'est la bonne volonté de l'employeur, presque, Oui. à faire ou à ne pas faire. Et la difficulté dans la fonction publique territoriale, c'est X employeurs, X collectivités et X façons de faire. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une fiche réflexe nationale de la fonction publique territoriale qui nous dit c'est ça, c'est ça, c'est ça, et on coche, on coche, on coche, on coche. Bah, ça n'existe pas. Ou peu. Donc pour certains, j'imagine, c'est peut-être très abouti, il y a un document unique avec des fiches réflexes qui détectent alors le turnover, l'absentéisme, les grands classiques. Hein, bon. Et puis il y a beaucoup d'endroits où ça ne doit même pas exister, parce que les risques psychosociaux, il n'y en a pas, parce que les gens sont bien, les gens sont heureux, parce que d'avouer qu'on a dans le document unique aussi codifié des éléments sur les risques psychosociaux, pour un employeur, ça veut peut-être dire que dans sa collectivité, tout n'est pas rose. Tout ne va pas bien, que ce n'est pas le bonheur parfait et absolu au pays du travail. Voilà. On parlait de ce qui est physique. Dans un document unique, on va avoir dans un bâtiment, une partie du bâtiment, une porte qui coince, qui machin, et puis plusieurs fois on a eu un accident dans cette porte. Pas très compliqué, on fait venir un artisan, on fait faire un devis, on fait modifier la porte, elle ne crée plus d'accident. C'est mécanique, c'est simple, l'employeur a même pris en compte une difficulté. Et les risques psychosociaux, si moi, employeur, je prends en compte les difficultés, et si dans le document unique je l'écris, c'est que je mets une part de responsabilité dans mon management, c'est peut-être que je crée du stress, c'est peut-être que l'organisation du temps de travail que j'ai mis en place, elle n'est pas bonne, et moi, responsable de collectivité, bah, c'est pas très vendeur. Il me semblait que le document unique, c'était quand même quelque chose d'obligatoire, alors qu'après, on l'incarne, la façon dont il est incarné, c'est autre chose. Mais est-ce que d'avoir un document unique à jour, ça ne permet pas justement d'avoir un peu une structuration pour identifier ces RPS, pour qu'en face de l'identification de ces RPS-là, on puisse mettre en place, ou en tout cas faire des préconisations pour les éviter? C'est le but du document unique, effectivement, sauf que on parle de choses invisibles, comme le dit Bruno, hein, et ça relève de l'individu. Même si on constate aussi que parfois il y a plusieurs personnes dans un même service qui souffrent en même temps. Toujours est-il que ça reste des individus confrontés à une souffrance qu'ils ont du mal à partager. Alors effectivement, le document unique, mais je pense que ça va bien au-delà. Il faut une vraie culture de la prévention, développer la notion de bienveillance et pouvoir déculpabiliser les agents qui seraient en souffrance dans leur situation de travail. Toujours est-il qu'on sait que c'est responsable de nombreux arrêts de travail, parfois de reclassements nécessaires parce qu'on ne peut plus revenir sur le lieu où on a tant souffert. Et donc, Valérie le disait tout à l'heure, l'encadrement est aussi dans une posture difficile entre le marteau et l'enclume. C'est typiquement les personnes qui sont sans doute le plus sujets à des conflits de valeurs. On s'est engagé dans la fonction publique avec une idée de cette fonction publique
par tout un tas de mécanismes qui nous échappent, qui relèvent de la politique, mais dont on est quand même victime d'une certaine façon. Il y a une politique qui est définie par la direction générale, qui doit être appliquée aux agents, et le management est entre les deux, et doit faire appliquer des choses avec lesquelles ils ne sont peut-être, ou dont ils ne sont peut-être pas forcément convaincus de l'intérêt. Et donc, cette notion de devoir faire mieux avec moins, c'est souvent ce qu'on entend quand même, emporte le fait que on ne peut plus proposer la qualité de service qu'on aurait souhaité. Voilà. Et ce que dit Yann montre bien que ce document unique, qui est une obligation depuis 2001, qui n'est pas mis en place, c'est qu'il est finalement peu adapté pour réceptionner tous ces risques psychosociaux. Donc, l'intérêt de ce document unique, il est qu'à un moment donné, on prend conscience des choses et qu'on essaie d'en faire, ce que disait Bruno, une petite fiche avec des cases, on coche, on mentionne, mais donc ça montre bien qu'à un moment, on va pouvoir répertorier des choses, on va pouvoir se rendre compte, comme ce document unique, il doit être nourri, il doit être vu régulièrement, il doit être révisé. Ça veut dire qu'à chaque fois, au moins, on va reparler de ces sujets-là, mais c'est pas le document unique qui va permettre de trouver la solution, malheureusement, aux risques psychosociaux. Voilà. Peu d'agents savent que ce registre existe, où il est, et osent le remplir. Parce qu'au-dessus, on a un responsable de service qui, lui, plus il a de signalements sur le registre, plus il peut être aussi mis en difficulté, parce que ça montre qu'il y a des dysfonctionnements. Donc voilà, tout ça ne peut être un moyen, et c'est là que l'organisation syndicale prend la main, parce que c'est elle qui doit pouvoir travailler sur ce document pour parler justement de ces risques psychosociaux. Mais l'individu lui-même, l'agent, il faut qu'il alerte. Il a des moyens, mais c'est vrai que voilà, il faut qu'après il y ait une distance entre l'agent, l'employeur. C'est plus facile, organisation syndicale, employeur, parce que on a on n'est plus identifié comme agent, mais comme représentant des agents. Donc voilà, faut pas hésiter à aller voir son représentant syndical. Tu parles d'organisation syndicale. Donc les agents peuvent être accompagnés à titre individuel et ne pas hésiter à solliciter une organisation syndicale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le rôle des organisations syndicales dans des espaces de dialogue, dans des instances, dans les collectivités type CST ou dans les grosses collectivités, même des formations spécialisées? Est-ce que ce n'est pas des espaces aussi dans lesquels, collectivement, plutôt que sur une situation individuelle, on peut travailler ce sujet des RPS pour essayer justement d'améliorer, préconiser, parce qu'à un moment, on identifie des problématiques dans des documents uniques, mais comme on disait, on peut faire plein de propositions, d'identifier plein de problématiques, mais encore faut-il mettre des solutions en face. Et on peut, nous, par exemple, organisation syndicale, faire des propositions de formation des managers, formation en santé mentale ou autre. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des organisations syndicales d'être sur des espaces de négociation plus collectives? Si, tout à fait. Ça, c'est le travail qui est fait, moi, je dirais, c'est même l'origine, enfin, c'est le travail de base syndicalement, on agit là-dessus. Et pour revenir sur des choses peut-être un peu plus concrètes, l'organisation syndicale, elle peut même anticiper des choses, c'est-à-dire là, avec ce qui s'est passé ces derniers temps avec les inondations, les gens qui ont été en grande difficulté, là, les citoyens, enfin les habitants d'une ville, on oublie de dire quand même que ce sont des agents territoriaux qui sont intervenus pour mettre en place des salles pour accueillir ceux qui étaient en difficulté, pour aller les chercher, pour aller amener des médicaments, enfin faire le suivi, faut connaître aussi le territoire. Les agents ont été beaucoup sollicités et je pense, comme le disait Bruno au tout début,
que chacun l'a vécu de façon totalement différente. Et que face à la détresse de certains, parce que quand on a vu des images à la télé avec des gens complètement en panique, il faut savoir aussi recevoir ça en tant qu'agent quand on va aider. Et peut-être que sur le moment, on sent l'importance et le rôle qu'on a à jouer, et on n'a pas l'impression qu'on est touché. Ouais. Mais je pense que quelques semaines plus tard, je pense que ces choses-là marquent, et même les agents qui sont allés aider quand la crue est partie, qu'il a fallu nettoyer la ville, retrouver des objets qui appartenaient à des gens, parce que là tout est mélangé. Je pense que là il y a de l'émotion aussi, et chacun a peut-être perçu les choses ou les a vécues, même sans s'en rendre compte, et qu'il faudrait que les organisations syndicales alertent l'employeur sur savoir comment les agents ont réagi à ça, de partir en pleine nuit, d'être appelés. Il y a tous ceux qui sont d'astreinte. Voilà, donc le rôle des organisations, il est majeur là-dessus. C'est intéressant parce que tu illustres que les RPS, justement, peuvent impacter principalement les agents sur le terrain, en fonction des missions qui leur arrivent ou quoi. Je pense aussi, on a des collègues qui sont en télétravail. Est-ce que les RPS peuvent aussi être dans le télétravail ou pas du tout? Est-ce qu'on est plutôt vraiment que sur des situations de terrain? Alors, le télétravail peut comporter des risques particuliers. On est dans une situation d'isolement social. Il y a quelque chose de très paradoxal qui est que on est dans une situation d'hyperconnectivité parce qu'on est en lien avec ses collègues, avec son responsable hiérarchique en permanence de par l'outil informatique et les autres moyens de communication. Mais on constate aussi que la communication se fait très mal et que les choses ne sont pas forcément bien entendues et bien comprises. Cette hyperconnectivité est aussi source de stress, dans le sens où on est dans une situation où on se sent surveillé. On a aussi cette nécessité de prouver sa productivité, qui est un stress qu'on ne connaît pas forcément en situation de travail au bureau ou dans son lieu de travail habituel. Et le risque vraiment majeur, c'est le brouillage de la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Les études ont montré que un agent en télétravail a une productivité supérieure de près de 20% souvent, mais il reste pourtant dans cette nécessité de montrer qu'il est efficace, que le télétravail il répond aux mêmes exigences en télétravail qu'au bureau. Et on constate que souvent les agents ils vont au-delà de ce qui est nécessaire. Les horaires ne sont plus respectés. On se donne plus de mal à finir une tâche, là où au bureau on aurait pu plus facilement décrocher pour respecter les horaires. Et on voit aussi une intensification du travail qui vient aussi de la nécessité de formaliser tout. Ce sont des choses qui peuvent conduire à des tensions, à des stress qui peuvent avoir une incidence sur l'état psychique de l'agent. Je crois que un autre risque qu'on rencontre dans la fonction publique territoriale, c'est cette qualité empêchée, qui est que on voudrait livrer un niveau de service qu'on n'est pas en mesure de faire. Dans le sens, quand on prend par exemple des agents des collèges, on ne remplace plus tout le temps des agents absents, et ce sont les autres personnes de l'équipe qui doivent suppléer à l'absence d'un agent malade. Et donc,
on diminue le niveau de service. C'est-à-dire que certaines classes ne seront plus entretenues. Et donc, des agents qui se sont engagés dans la fonction publique territoriale par un élan de contribuer à ce bien commun et à faire en sorte que les conditions de travail des élèves et des enseignants est au bon niveau, seront frustrés par le fait de ne pas pouvoir faire leur travail comme ils auraient souhaité le faire. Et ça, c'est la qualité empêchée, comme on peut le voir dans le social. Des agents, des travailleurs sociaux qui sont chargés d'accompagner des personnes en situation d'exclusion avec des difficultés pour les accompagner à accéder à leurs droits. Et quand on voit le niveau des droits dans certaines situations dramatiques, il est difficile d'être confronté à la souffrance de l'usager en face et de ne pas pouvoir lui apporter une réponse satisfaisante. Par la diminution des moyens, par des services en grande souffrance, par des problèmes de recrutement. On peut penser à la protection de l'enfance, par exemple. Ça a une incidence sur sa façon de concevoir ou de percevoir son travail, sa mission, et est véritablement un risque important. Autant les troubles issus des risques psychosociaux sont quelque chose parfois d'inavouable. On s'interrogeait sur le rôle que peut jouer un représentant du personnel, un militant syndical. Je crois que ça pourrait être le fait d'être en relation avec l'agent en souffrance, de pouvoir le recevoir sans jugement, qui puisse s'exprimer sur les choses qui ont conduit à ce mal-être. Spontanément, il pourra citer quelques éléments, souvent il y en a bien d'autres, et de pouvoir l'accompagner pour que on puisse alerter peut-être sur des situations que d'autres personnes subissent également, ou bien sur le plan individuel, imaginer des aménagements particuliers pour pas qu'ils sombrent encore davantage. Oui, et ce que tu dis me fait penser effectivement que on pourrait considérer même que les RPS sont plus reconnus dans les métiers du soin. Et je pense, enfin, parce que tu dis là, tous les agents qui travaillent dans les CCAS, c'est-à-dire les centres communaux d'action sociale, où effectivement la charge, on le sait, parce qu'à partir du moment où on doit être en contact avec des personnes en difficulté, des personnes vulnérables, on a cette charge mentale qui peut à terme être pesante. C'est aussi des services de fait par ces risques psychosociaux qui ne sont pas officiellement dits, on pourrait dire un fort taux d'absentéisme dans certains endroits ou à certains moments, qui mettent aussi en difficulté toute la chaîne, hein, parce que le responsable du CCAS, parfois il est aussi en difficulté parce qu'il y a tellement de normes qui viennent là donner un temps très précis pour les agents qui vont chez les personnes dont ils ont la charge. Il faut qu'ils arrivent à un moment, ils se signalent, ils partent, quand ils partent, ils doivent se signaler, ils doivent rejoindre l'autre lieu. Enfin, tout ça, c'est une pression quand même assez énorme. Et quand il y a des périodes, par exemple, comme on a connu, ou que certains territoires connaissent régulièrement, qui est par exemple la neige, où les agents font en sorte quand même, ils veulent aller vers les personnes dont ils s'occupent, alors qu'eux-mêmes sont en difficulté pour y aller, mais vont tout faire, mais même se mettre en risque pour y aller. Donc voilà, ça c'est vraiment une partie très particulière sur la fonction publique. Je trouve que le CCAS, les agents qui y travaillent, à tous les niveaux, hein, ceux qui sont directement en contact avec les personnes âgées, ceux qui font les plannings, ceux qui organisent et évaluent les risques et les besoins. Voilà, c'est vraiment, ce sont des services qui sont à forte tension, et je crois qu'on arrive plutôt par ces services-là
à intégrer au mieux les risques psychosociaux, ce qui ne veut pas dire dans mon discours qu'il n'y en a pas ailleurs. Hein. C'est Oui, que je sois bien, enfin que ça soit bien clair, c'est que là on peut peut-être l'employeur peut mieux les saisir plus facilement que sur les autres services peut-être. Voilà. Et en plus là, Valérie, il y a un grand isolement de la part des personnes qui sont, comme tu le décris, hein, j'ai un schéma de route avec X personnes à aller assister. Oui. Je suis seul face à la souffrance de la première personne à qui je dois faire la toilette, de la deuxième personne à qui je dois faire le repas, de la troisième personne à qui je dois faire le ménage. Je n'ai personne à qui parler, à qui partager. Oui. Même des fois quelques mots entre collègues, des fois on se croise dans le couloir, on se parle 5 minutes et ça va déjà beaucoup mieux la journée. Là, il n'y a personne. Il y a, comme tu le dis aujourd'hui, hein, alors là, il y a un traceur hein, où on sait pratiquement à la minute, c'est la personne est en stress permanente de savoir si la connexion se fait bien, si elle n'est pas restée trop longtemps, tout en sachant que si elle fait ce métier, c'est justement particulièrement parce qu'elle aime l'humain, elle aime ce contact et qu'on peut imaginer qu'elle aimerait même rester encore un peu plus. Puis on peut tous très bien comprendre que la personne qu'elle quitte n'a surtout pas envie qu'elle reparte parce qu'elle ne la reverra peut-être que le lendemain ou que le surlendemain. Donc ça, c'est une journée permanente de petits déchirements parce que c'est une journée permanente de petits abandons. Voilà, et qui sont vécus de façon très complexe et avec lequel elle a personne à qui le partager. Parce que là, tu es face et avec des gens qui n'ont pas d'interlocuteur. Et là où, effectivement, comme tu le dis, on a toute notre présence et toute notre richesse à dire, mais si, vous en avez. Vous avez des représentants syndicaux, vous avez des élus, vous avez des gens qui sont capables d'ouvrir la porte, peut-être de rester un soir, c'est pas très important ça, de prendre un café, de discuter. Voilà. Ce que tu dis, effectivement, sur en fait deux logiques qui peuvent se télescoper. Il y a la logique comptable de la structure qui doit respecter un budget, qui doit réduire les coûts, etc. Et l'agent, le collègue, en lien avec des personnes vulnérables. Comme tu le disais, on peut nous reprocher de rester 10 minutes de trop dans une situation ou même de partir trop tôt chez un autre usager. On voit dans certaines situations, dernièrement, on a pu monter au créneau pour une situation, un agent d'un CIAS, donc un centre intercommunal d'action sociale, qui faisait des temps de route entre deux usagers. Elle donnait ce temps-là, mais le logiciel donnait un autre temps. Et c'est le logiciel qui faisait foi. Alors évidemment, ça ne peut pas être entendu et on a pu accompagner cet agent pour que ses droits soient respectés. Toujours est-il que l'agent qui s'est engagé dans un métier social, d'être utile pour les plus vulnérables de notre société, est aussi le point de torsion entre une logique comptable et une logique d'apporter de l'aide à autrui. Et en plus, dans ces situations-là, il y a un autre risque qu'on appelle les exigences émotionnelles. On peut avoir, forcément, on est impacté par la souffrance des personnes qu'on peut accompagner. Il ne s'agit pas d'absorber toute cette souffrance et il s'agit aussi de garder un regard compatissant, mais neutre aussi. Il ne s'agit pas d'être absorbé par la souffrance d'autrui, et c'est un élément qui, pour des agents qui ont du mal à se protéger, quelque chose qui est un facteur réel de troubles psychosociaux. Oui, absolument. Mais c'est là où les organisations syndicales peuvent encore jouer un rôle pour être dans le préventif quand on identifie un collectif de travail type, là vous donnez les exemples des travailleurs sociaux, comment on peut rompre cette solitude. Vous donnez l'exemple des personnes qui vont à domicile, mais tu donnais l'exemple des EHPAD. En gros, c'est tous les travailleurs qui sont en lien avec du public, où il peut y avoir cette fragilité émotionnelle à un moment ou quoi. Il peut y avoir la mise en place ou des préconisations de groupes d'analyse de pratiques qui permettent d'avoir des espaces de débriefing pour rompre cet isolement ou des choses comme ça. Mais peut-être aussi rappeler que là, vous parlez en interface avec du public, mais dans ces contraintes budgétaires, les agents administratifs qui ont eux aussi à cœur de faire aussi bien que possible leur travail dans la fonction publique territoriale
se retrouvent eux-mêmes confrontés à ces pressions de faire toujours plus avec moins. Et donc, gérer un budget, gérer des échéances d'agenda toujours plus ou moins compliquées ou quoi que ce soit, c'est tout autant des RPS pour les agents administratifs que des agents de terrain. Absolument. C'est important de pouvoir rappeler que les RPS, il y en a partout, toutes les Absolument. catégories d'emploi, comme tu disais, c'était pas que les catégories C, B, A. Tout le monde est concerné, peu importe la tâche que tu effectues auprès de laquelle tu le fais. Effectivement, n'importe quel agent, n'importe quel salarié est confronté à des risques psychosociaux. On les tous. On les vit on les gère plus ou moins bien, mais effectivement, là, on a focalisé sur des métiers en particulier, mais tous les autres métiers sont exposés à ces risques psychosociaux. On parle des aspects organisationnels, on parle des contraintes budgétaires, on parle de toutes ces choses-là, mais ça peut être aussi dans la relation avec ses collègues que naissent les risques psychosociaux, des tensions au sein d'une équipe, le fait que on ne se sent pas respecté par ses collègues. Donc, vraiment, les risques psychosociaux peuvent venir de n'importe quel côté. On ne peut pas focaliser sur une seule source. C'est vraiment un ensemble d'éléments qui augmente la tension et la pression et le stress chez l'individu et que chaque individu gère à sa façon. Est-ce que le harcèlement, c'est un risque psychosocial? Alors, le harcèlement en est un, et en fait, je vais dire, c'est qu'en plus, les risques psychosociaux peuvent se cumuler, peuvent s'additionner. Il peut y avoir une charge de travail mal répartie au sein d'un service qui va créer effectivement qu'une partie du service va être plutôt sur un risque psychosocial. Dans ce même service, il peut y avoir du harcèlement aussi. Bon, c'est sur la même personne que ça tombe, donc ça se cumule. Voilà, c'est un peu déplaisant. Donc les risques psychosociaux peuvent se cumuler. Le harcèlement en fait tout à fait partie. Il y a aussi, alors on n'en a pas encore parlé, puis ce sera peut-être la qualité de vie au travail. Hein. Oui. Voilà, la QVT. Enfin, QVCT, la qualité de vie au travail, ça aussi, ça fait partie des éléments qui peuvent emmener à pondérer les risques psychosociaux ou qui peuvent les diminuer, quoi. Diminuer. C'est la perception du monde extérieur. Je suis dans une école, je fais ce que je peux, j'y suis autant que je peux, mais j'ai pas de moyens. Bon, on va être clair, hein, le parent d'élève, il est pourtant pas très très bienveillant avec vous. Hein. Je trouve que l'école la salle n'est pas tout à fait bien nettoyée ou ce que son enfant a mangé à la cantine n'était pas tout à fait correct. Pourtant, les agents, ils ont fait eux tout ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils pouvaient. C'est-à-dire que ce qui est énorme, ce qui est d'une cruauté terrible, et ce qui fait que dans ces risques psychosociaux, il y a quelque chose que l'agent, c'est la perception qu'on a. Ouah, t'es dans la fonction publique territoriale, t'as fait partie de ceux qui, pendant le Covid, bah ouais. Moi, je vais vous dire, pendant le Covid, il y avait une mortalité telle qu'on a passé des heures et des heures à mettre des corps dans des cercueils pour que les gens puissent dignement enterrer leurs défunts dans des délais qui étaient relativement raisonnables et ne pas se retrouver comme en Italie avec des camions militaires qui enchaînaient des cercueils et cercueils, ou au Paraguay, vous aviez carrément les corps qui étaient au bord de la route. Voilà. Les compliments, ils ont duré 24 heures. Hein. 24 heures après, on était passé à autre chose. Et c'est vrai pour les gens qui étaient dans les hôpitaux, c'est vrai pour les gens qui étaient dans les EHPAD, c'est vrai pour tous les gens de l'administration publique territoriale qui ont défendu le service public. Ça, c'était déjà il y a 5 ou 6 ans, c'est complètement oublié. Mais de toute façon, ça serait il y a 5 ou 6 jours, ça serait oublié de la même façon. C'est-à-dire que l'un des risques majeurs pour moi, comme je le ressens en tous les cas à travers les discussions qu'on a tout de suite, c'est le fait qu'il y ait une non-reconnaissance, mais terrible, de la part des gens qui sont autour de nous, qui ne font pas partie de cette magnifique administration qu'est la fonction publique territoriale. Je voudrais dire aussi que on vient de dire que tout le monde pouvait être confronté aux risques psychosociaux, même les représentants du personnel. Voilà, et c'est pour ça qu'on est généralement une équipe, parce qu'on peut se réunir, parler des situations, parce que recevoir aussi, on essaie de faire au mieux pour que les agents soient reconnus, effectivement, comme tu dis, reconnus au sein de la collectivité, reconnus au sein du pays, reconnus face à nos différents ministres qui nous adorent, qui le disent haut et fort, mais bon, après, ça reste à ce niveau-là.
Donc, les représentants du personnel sont aussi concernés par ces risques psychosociaux. On en est conscient et on sait aussi que le fait de pouvoir en parler, puisqu'on en parle entre nous au sein de nos bureaux, ça nous aide à poursuivre notre activité, ça nous aide à continuer à défendre les droits collectifs, individuels, de faire des avancées, de continuer à réclamer des choses. Voilà, c'est aussi cette force-là, c'est que être au sein d'une organisation syndicale, c'est être au sein d'un groupe. Donc ça, c'est une force incroyable. Et le deuxième point, je voudrais revenir aussi, ce qui est dommageable, alors on a parlé de la médecine du travail, qu'effectivement, on sait très bien qu'on est en manque de médecins du travail dans la fonction publique en général. Voilà, donc au lieu de trouver des solutions pour que nous ayons davantage de médecins, on préfère nous dire finalement tous les 5 ans ça va bien suffire parce que voilà, avec toutes les améliorations en termes de santé, la protection sociale, tout est là pour faire que, comme tu dis, tout le monde est en bonne santé, donc une petite visite tous les 5 ans, ça devrait faciliter. Je crois que ce qu'il faudrait aussi dans les collectivités, c'est peut-être avoir un peu plus aussi de psychologues du travail. Parce qu'on n'en parle pas, mais on a des psychologues de la fonction publique qui ont un grand rôle à jouer, mais dans la plupart des collectivités, il n'y en a pas. Comme des ergonomes. Enfin, voilà, il y a toute une partie aussi de métiers spécifiques qui ne sont pas assez représentés au sein de nos collectivités pour faire en sorte que chacun puisse se délester de cette charge mentale et de ces risques psychosociaux. Valérie, Yann, Bruno, merci à vous. Nous arrivons au terme de ce Terry Talk Show consacré aux risques psychosociaux. J'espère que ces échanges vous seront utiles. Si vous avez des questions et que vous souhaitez des précisions, vous trouverez en description un lien vers nos structures sur tout le territoire. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur notre chaîne YouTube pour un nouvel épisode du Terry Talk Show. D'ici là, continuez à nous suivre, abonnez-vous, partagez et likez. À bientôt. Merci Marion. Merci. Merci, Maria. Au revoir.